Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour une émission spéciale à l'ONU. 10 ans de la Suisse dans l'ONU, journée portes ouvertes des Nations Unies. Avec vous, Micheline Calmiret, bonjour. Bonjour. Et Paolo Coelho, bonjour. Bonjour. Nous sommes d'abord, il faut dire un mot de cet endroit extraordinaire, sous ce plafond de Barcelone, qui est sans doute la réalisation la plus spectaculaire de ce palais. Micheline Calmiret, c'est d'abord très coloré, très beau, très grand. C'est magnifique. Et c'est surtout important parce que c'est ici le Conseil des droits de l'homme. Donc, ce conseil qui est né d'une idée qui a été émise en 2003 par la Suisse, qui est devenue une réalité en 2006, que ça soit ici à Genève, qu'on tienne compte des droits humains, que ce conseil a permis aux droits humains de progresser dans l'architecture des Nations Unies, c'est important, ça se passe ici. On reparlera de ça. Paolo Coelho, vous êtes un des écrivains les plus vendus du monde, et ça depuis maintenant des décennies. Il y a des écrivains avant vous qui ont décrit le Palais des Nations, pas toujours en des termes très sympathiques, hein, Albert Cohen, Céline, comme un palais où il y a beaucoup d'inefficacité d'administration. Vous êtes messager de la paix de l'ONU. Oui. Quel sentiment en visitant ce Palais des Nations Unies que vous connaissez déjà bien? Oui. Bon, la chose la plus importante, c'est pas qu'est-ce qu'on voit, mais c'est les choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les gens qui sont là. Peut-être les autres écrivains, ils ont décrit qu'est-ce qu'ils voient, etc. Mais moi, je suis persuadé qu'avec l'ONU et les droits des hommes, moi, je suis un ancien prisonnier de conscience. J'étais torturé, j'étais mis en prison au Brésil en 1974. Et là, quand je vois qu'on parle des droits des hommes, pour moi, c'est très important. Alors, je suis tout à fait un supporter de choses comme ça. Vous avez une audience extraordinaire, on faisait le compte tout à l'heure. Alors, L'Alchimiste, Micheline Calmiret a lu L'Alchimiste, oui, hein, pour la rencontre. Oui. Vous avez un bon goût. Alors, Micheline Calmiret est la combienième lectrice de L'Alchimiste, Paolo Coelho? On a vendu 65 millions d'exemplaires. Ah ouais. Ça peut dire d'un livre, on multiplie par 3. Parce qu'un livre, c'est normalement lu pour 3 personnes. Ça fait de L'Alchimiste seulement 180 millions 180 millions de lecteurs. Ouais. Vous êtes sur Twitter. Combien d'abonnés sur Twitter? 5,6 millions. 5,6 millions. Et puis sur Facebook? 9,2 millions. Ça fait rêver Micheline Calmiret, non? Bah oui, moi j'avais 3000 fans sur Facebook. Mais à l'échelle de la Suisse, c'est bien. L'audience, toucher l'opinion, pour l'ONU, ça a parfois réussi, parfois non. Alors, il y a 10 ans, les Suisses votaient. À 55%, c'est bien ça, à peu près, pour entrer dans l'ONU, Micheline Calmiret. Oui, et ce qui est d'autant plus remarquable, c'était que c'est le seul pays qui est rentré avec un vote populaire dans les Nations Unies. Et c'est pas du tout évident, parce que les Nations Unies, c'est une espèce de gros machin, mais on ne sait pas toujours que les Nations Unies, c'est un système de sécurité collective, c'est pour la paix, c'est pour les droits humains, c'est pour le développement, c'est pour la santé. On a ici toutes les institutions spécialisées. C'est pas toujours très connu. Et moi, je suis très contente que vous soyez là, avec vos 9,6 millions de fans. Et ben, ça fera connaître tout ce que font les Nations Unies. Il faut vous dire que j'ai déjà mis notre photo, hein, parce que ça va très vite. Vous utilisez votre smartphone, vous mettez les photos, et là, on parle de l'émission. Pour les 45% de Suisses qui, à l'époque, avaient voté non, qu'est-ce que vous diriez, au fond, qu'est-ce que la Suisse a gagné à être dans l'ONU? Quels exemples concrets vous pourriez donner? Mais ce que je veux dire d'abord, c'est qu'on ne vit pas dans un monde où on peut être isolé. On vit dans un monde globalisé, où ce qui arrive dans une partie du monde a une influence sur vous. Et donc, c'est une illusion de croire qu'on peut vivre derrière ces montagnes en étant protégé. La Suisse, qui n'est pas une grande puissance, elle a besoin d'un système de sécurité collective. Et même s'il n'est pas parfait. Et c'est vrai qu'on peut amener des critiques. Ce qui se passe en Syrie maintenant est un exemple d'une certaine inefficacité, d'une lourdeur. Ça vous heurte, l'inefficacité de l'ONU en Syrie? Bien sûr que ça me heurte. Et je pense que le moment est venu de parler de réforme, parce qu'on n'est plus dans les mêmes rapports de force qu'on était à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Les choses changent. La Suisse s'engage pour qu'il y ait une justice internationale contre les auteurs de crimes en Syrie. Est-ce qu'il faut juger, est-ce qu'il faut espérer juger Bachar el-Assad?
Oui, il faut juger les auteurs de crimes contre l'humanité, les auteurs de crimes de guerre, ils doivent être jugés. Je pense que c'est la voie juste. Et la Suisse s'engage pour le respect du droit international humanitaire, pour protéger les gens qui sont les principales victimes des conflits d'aujourd'hui. Quand Henri Dunant se rendait sur les terrains de bataille, il voyait des victimes qui étaient des soldats en grande majorité. Aujourd'hui, c'est plus les soldats qui sont les victimes des guerres, c'est les gens qui n'y peuvent rien, qui n'ont rien fait. Vous avez été vraiment au cœur de la diplomatie suisse pendant toutes ces années très importantes pour l'ONU. On va parler tout à l'heure de Poutine, de Kadhafi, de toutes sortes de situations qui ont tellement compté pour la Suisse et pour vous. À quel moment vous avez été fier de représenter la Suisse comme président de la Confédération, comme conseiller fédéral dans l'ONU, ici à New York? Il y a eu des moments forts. À quel moment j'ai toujours été fière de représenter la Suisse. Non, parce que la Suisse est un pays qui s'engage pour encore la sécurité collective, pour des règles de droit. Si vous êtes par exemple sur une île déserte, vous faites naufrage avec un tas de gens, vous voyez bien que vous êtes obligé d'avoir des règles communes pour que la vie soit possible. Et la Suisse n'est pas une grande puissance, elle ne dicte pas sa force aux autres. Donc on a intérêt à un système qui soit un système collectif. C'est pour ça qu'on s'est engagé vraiment beaucoup dans le système des Nations Unies. Compte. Paulo Coelho, Michel Galmire parlait de la Syrie, c'est vrai que ça frappe l'opinion, ça nous frappe tous ici, l'impuissance de l'ONU. Est-ce qu'il ne faut pas avouer parfois que la force militaire a fait plus contre Milosevic, contre Kadhafi? C'est l'OTAN qui a défendu la paix plus que l'ONU, non? Je dirais que d'abord, l'intervention de l'OTAN en Libye, c'est un désastre. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire, je suis sûr que les Libyens étaient capables de régler la situation. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en Benghazi, les gens qui hurlent pour un documentaire, non, un film, disons, qui a sorti, qui après été manipulé, et ça se passe partout, la manipulation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné aux gens la possibilité de changer son propre pays. Disons, si vous parlez du Brésil, et là, le Brésil, quand j'étais un jeune, on était sur une dictature. Est-ce que j'aimerais bien avoir une intervention chez moi? Ça pouvait aider les Brésiliens? Non. La même chose se passe dans des autres pays. Vous savez bien, soit l'Iran, soit les autres pays du Moyen-Orient. Si vous mettez alors, si vous essayez d'aider ces pays avec une protection paternaliste, je ne sais pas si le mot paternaliste existe, ça va vraiment jouer le contraire. Paulo Coelho, la place de la Suisse dans l'ONU, la place de la Suisse dans le monde. Vous vivez en Suisse depuis des années. C'est pas très connu, hein. Vous êtes discret. Bien sûr. La Suisse est discrète. Est-ce qu'on compte vraiment? Parce que vu de Suisse, on est fier évidemment souvent quand on voyait Mme Calmire dans la salle des droits de l'homme de l'ONU ou à New York. Mais est-ce qu'on compte vraiment de l'extérieur? Vous qui avez le point de vue extérieur. Comment on voyait la Suisse de l'extérieur? Il y a toujours les archétypes, comme il y a par rapport au Brésil. Le Brésil, c'est samba, c'est foot et c'est carnaval. La Suisse, c'est chocolat, les vaches et les banques. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai mais aussi le droit international humanitaire, le CICR, c'est aussi ici que c'est né. Le développement du droit international public, c'est ici, c'est notre vocation, ça, encore une fois. Mais oui, ça, mais chez nous aussi, il y a beaucoup plus que le carnaval, le football et le samba. Et pourtant, les gens voient qu'est ça. C'est-à-dire, là, ils ont cette vision totalement limitée du pays. Maintenant que je vis en Suisse depuis 6 ans, je suis vraiment ravi d'être là parce que j'ai eu la possibilité de parler avec les Suisses, de voir comment les Suisses sont engagés en général dans les droits des hommes et dans plusieurs choses qui sont importantes. Michel Calmire, est-ce qu'il y a un génie suisse quand on est dans la négociation, ici dans ces salles de l'ONU ou ailleurs, hein, quand on est face à des pays tellement plus puissants que nous? Vous avez été face à Hillary Clinton, vous avez été face à Vladimir Poutine. Comment on fait face quand on représente 7 millions d'individus contre 100 millions, 300 millions? Bon, un génie suisse, je dirais qu'on a un certain nombre d'atouts.
D'abord, on est un pays neutre qui avons renoncé à l'utilisation de la force contre des États étrangers au XVIe siècle déjà, ce qui évidemment était révolutionnaire pour l'époque, mais qui nous a aussi donné la capacité d'être bon dans les solutions politiques aux conflits, puisqu'on n'avait pas les armes, donc on a bien dû régler les conflits de manière pacifique. Et ça, c'est un vrai atout. On est considéré comme un partenaire qui n'a pas d'intention cachée, qui n'a pas été une puissance coloniale. On fait peur à personne. Il faut bien le reconnaître. On n'est pas une grande puissance, et c'est un atout. Parfois, non, c'est un atout. C'est un atout quand parfois, c'est un inconvénient, c'est évident. Parfois, c'est un atout. Parce que quand des partis ont besoin d'un médiateur ou d'une médiatrice, on s'adresse à quelqu'un qui a des compétences et qui ne fait pas peur, je veux dire, et qui sait de quoi il parle. Parmi les atouts, la durée, il y a peu de ministres qui restent aussi longtemps que les ministres en Suisse. Vous avez été ministre des Affaires étrangères combien d'années? 9 ans. 9 ans. Donc vous avez vu passer beaucoup d'autres ministres et vous restiez. Oui. Alors ça a donné des rencontres incroyables. Vous vous êtes bien entendu avec Vladimir Poutine, par exemple. Oui, avec Ça en dit Medvedev beaucoup aussi. sur votre caractère, presque autant bon que sur le sien, non? Je ne sais pas. Non, je me suis bien entendue quand il fallait bien s'entendre pour pouvoir faire avancer un certain nombre de choses. La Suisse a été médiatrice entre la Russie et la Géorgie pour faciliter l'entrée de la Géorgie à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, on fait notre travail. Le rapport personnel, est-ce qu'il compte? Il y a eu cette scène extraordinaire où Poutine s'est mis à dessiner devant vous. Il a pris un stylo. Et puis, vous a fait une sorte de cours de géopolitique. Enfin, vous aviez votre cours à vous aussi. Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé sur la question du Kosovo. La Suisse défendait l'indépendance du Kosovo. On a été le premier pays à parler d'indépendance du Kosovo. Et je me suis retrouvée président de la Confédération en conversation, enfin, en visite officielle en Russie avec M. Poutine à parler. Et je lui ai expliquer les raisons pour lesquelles nous défendions l'indépendance du Kosovo. Alors lui m'a expliqué pourquoi je ne devais pas défendre l'indépendance du Kosovo. Et il a pris un papier, il s'est penché sur la table, il a dessiné la région. Ça a duré 3 heures, la conversation, dans une atmosphère glaciale parce que l'air conditionné était à 18 degrés. Et les bureaux de M. Poutine étaient blancs, rénovés par une entreprise suisse d'ailleurs, ce qui accentuait la sensation de froid. Au Kremlin. Du Kremlin, oui. D'un mot, ces rencontres, est-ce qu'il fallait le définir? Hillary Clinton, Oui. c'était comment? C'est une femme formidable, je me suis très bien entendue avec, on a bien travaillé ensemble. Nicolas Sarkozy, ça s'est mal passé. Oui, disons que c'est un personnage arrogant qui traitait la Suisse comme un sous-traitant, et ça, j'aime pas beaucoup, je dois dire. On dit qu'il pianotait sur son smartphone en vous parlant, c'est vrai? Ça, c'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont accros au smartphone. Paulo Coelho, vous êtes un écrivain tellement connu que vous avez accès, alors comme messager de la paix, mais simplement par votre nom, à tous les dirigeants de cette terre. Qui vous a impressionné dans les dirigeants d'État ou de gouvernement? Qui est-ce que vous placez au-dessus des autres? Que j'ai connu. C'est difficile à dire. Je crois que Lula, le président brésilien, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup étonné. J'étais chez Poutine aussi. Il s'est passé un peu la même chose, mais au contraire. C'est-à-dire, on a parlé un peu, on a fait des photos, et après on a commencé à parler. Et j'ai pensé, mais M. Poutine, c'est le président de la République, il est très occupé. Après les photos, pourquoi je ne pars pas? Maintenant, nous avons commencé à parler des arts martiaux, parce que j'ai fait Aïkido. Ah oui. Et j'ai passé 2 heures dans ces bureaux glaciaux en train de parler d'arts martiaux. À part ça, qui m'a impressionné, Obama m'a impressionné, Clinton m'a impressionné beaucoup. Obama vous a dit quoi? Non, Obama a parlé d'un de mes livres, mais Clinton, c'est intéressant parce que j'étais à Davos. Je suis un membre de la Fondation Schwab. Et j'étais à Davos et j'ai reçu une invitation pour rencontrer le président Clinton. Il avait 30 personnes seulement, et les gens venaient vers moi, ils regardaient, écrivain, il me laissait au coin. Il avait des gens du Congrès, des politiciens, Arafat était là. Il avait tout ce monde là-bas. Les 30 personnes, c'était très important, sauf l'écrivain. Alors, l'écrivain était au coin. À un moment, Clinton arrive, il dit « C'est qui Paulo Coelho ?»
Je sais, moi. Oh, je suis content de vous voir, etc. C'était la fin de son mandat. Et on a commencé à parler des choses humaines. Et là, j'ai pu découvrir une personne qui a un côté très humain, un président qui, à mon avis, c'était extraordinaire. Paulo Coelho, Michel Kelmire, la Suisse dans l'ONU, la Suisse dans le monde, elle voudrait prendre encore plus de place. Hein. Elle est candidate pour être au Conseil de sécurité de l'ONU dans les années 2020. 24, 23, 24. 2023-24. Ça nous apportera quoi? Ça nous apportera, d'abord, on est membre à part entière et je pense que c'est normal qu'un pays qui est membre à part entière prenne ses responsabilités dans la communauté internationale. Prendre ses responsabilités, c'est aussi participer au Conseil de sécurité. Ensuite, je pense qu'on a quelque chose de particulier à apporter. Dans la mesure, encore une fois, de notre neutralité, de notre place particulière dans la communauté internationale, de nos atouts, de nos compétences, je pense qu'on peut apporter quelque chose dans les discussions. Et encore une fois, ça nous permettra, bon, si on regarde nos intérêts à nous, ça nous permet aussi de multiplier nos réseaux diplomatiques et d'avoir ainsi plus d'influence, parce que maintenant, ça se passe aussi au niveau multilatéral. Et de plus en plus, on n'est pas dans un monde dominé par quelques superpuissances, mais de plus en plus, on va vers le multilatéralisme, à savoir si, avec l'émergence des nouveaux acteurs, on va aller vers une organisation des Nations Unies plus efficace ou au contraire aller à reculons et perdre tous les avantages, enfin tous les avancées qu'on a faites. Ça, c'est encore ouvert, hein, on n'en sait rien. Mais je pense que la Suisse doit prendre sa place. Il y a une circonstance où on a été très seul, c'est la crise libyenne. Elle est dans toutes les mémoires. Vous l'avez vécue de bout en bout, jusqu'à l'épilogue qui a été une scène inouïe où vous étiez sous la tente de Kadhafi, face à lui. L'Union européenne nous a beaucoup aidés dans cette circonstance-là. Oui, s'il y a une leçon qu'on peut tirer de la crise libyenne, c'est que le face-à-face avec quelqu'un d'autre qui détient des otages, le rapport de force nous est très défavorable. Et grâce à l'appartenance à Schengen, on a pu, avec une politique restrictive de visa, impliquer toute l'Union européenne. Et l'Union européenne a été dès lors très, très impliquée et a beaucoup fait. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire rentrer les otages à la maison sans l'activité de l'Union européenne, en particulier le soutien de l'Espagne et le soutien de l'Allemagne. L'Espagne qui est très représentée ici, il faut rappeler que c'est le plafond est de Barcelone, artiste espagnol, c'est une salle qui est une grande partie espagnole. Paulo Coelho. Oui, je dirais que la neutralité de la Suisse, ce n'est pas l'absence de la Suisse des problèmes mondiaux, au contraire. Exactement. Je trouve que la neutralité de la Suisse permet, à ce moment-là, de jouer un rôle très, très important en mettant des partenaires qui ne se parlent pas dans la même table. Comme c'est la Suisse, alors elle est là pour... Merci. Mais c'est vrai, avec c'est 9 vrai. millions, Mais c'est absolument vrai, parce que la neutralité de la Suisse permet à la Suisse de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Merci. Paulo Coelho, la Suisse, elle est présente un peu dans certains de vos livres, Genève parfois, mais il n'y a pas de livre vraiment sur la Suisse. Elle vous inspirerait quoi, la Suisse, vous qui avez l'œil de l'écrivain, si vous deviez faire un roman sur elle? J'ai déjà fait un roman sur Genève. Je sais, mais la Suisse en Oui, général. on ne va pas parler de ce roman. Parce que vous connaissez ce roman? Sur la prostitution, oui. Exactement. Ah, je me suis renseigné. Non, mais sur la Suisse en général, là c'est un autre sujet, disons. La Suisse m'inspire beaucoup. Ça ne veut pas dire que j'ai écrit un livre sur la Suisse, comme je n'ai jamais écrit un livre sur le Brésil, par exemple. Parce que quand on vit dans une ambiance, on perd l'innocence. C'est-à-dire, je me réveille en Suisse, je me couche en Suisse, la même chose s'est passée au Brésil. Après, les yeux d'enfant qu'on a besoin pour faire quelque chose, pour écrire quelque chose, ça n'existe plus. Mais même si je n'écris pas un livre sur la Suisse m'a déjà écrit un livre dans mon cœur. Est-ce que c'est bien que la Suisse se mêle des affaires du monde? Michel Kelmire, parmi ceux qui vous ont critiqué, il y avait ceux qui disaient, au fond, on est un pays qui doit être un refuge, un pays de l'argent, de l'ordre, de la discrétion. Pourquoi aller se mêler du Proche-Orient? Pourquoi se mêler d'affaires, au fond, où on n'a pas grand-chose à gagner? Bon, pour certains, c'est vrai que la meilleure ministre des Affaires étrangères, c'était celle qui se tait dans les 4 langues nationales.
Ça, c'est vraiment une vision du passé. Je veux dire, encore une fois, on vit dans un monde, un grand village mondial. On est tous connectés et ce qui arrive quelque part nous touche aussi. Pensez aux problèmes de migration, pensez au terrorisme, pensez au développement durable, pensez au changement climatique. Et même pas les États-Unis, même pas la plus grande puissance du monde peut régler ce problème-là tout seul. On a besoin des autres. Et donc, à partir de là, à partir de ce constat, il faut se dire, bon, eh ben, où est-ce qu'on peut avoir de l'influence ? On peut avoir de l'influence dans les organisations comme celle des Nations Unies, où notre voix compte autant que celle des autres, et où on peut, en se mobilisant, nous faire entendre. Je veux dire, il n'y a pas tellement de choix. Paolo Coelho, la place de la Suisse? Malheureusement, le problème de l'absence d'opinion, c'est un problème qui est partagé par tous les gens. Ils préfèrent, en général, on ne va pas s'engager. Alors ça, c'est un problème de Libye, ça, c'est un problème du Brésil, c'est un problème des États-Unis. On va rester dans notre coin, tranquille, etc. Le problème aujourd'hui, c'est assez individualisme. Les gens sont plus engagés dans des choses qui sont importantes. Et là, c'est vraiment pas... Je trouve que la Suisse, au contraire, moi, je suis étranger, mais je trouve que la Suisse, elle est très engagée avec sa neutralité qui la permet de faire des choses que les autres pays ne peuvent pas. Paolo Coelho, Micheline Calmiré, vous êtes à la retraite très active, Micheline Calmiré. Il y a des étudiants peut-être ici en sciences politiques ou en droit, ils pourront suivre vos cours. Vous êtes professeur, il faut vous appeler Madame le professeur ou la professeure. Là, évidemment. Oui. Alors, Madame la professeure, votre premier cours, ce sera 25 septembre, je débute un séminaire sur la gouvernance globale. Je me réjouis beaucoup de partager avec des étudiants ça sera la première génération de personnes qui vivent dans un monde globalisé, hein, les jeunes d'aujourd'hui. C'est les premiers globalisés, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est important qu'on leur parle, qu'on les mette en contact avec des gens, des acteurs de la Genève internationale. On a la chance ici d'avoir tous les acteurs de la Genève internationale. Et ces étudiants, il faut qu'ils les rencontrent, il faut qu'ils leur parlent, il faut qu'ils voient les choses, comment elles se passent. Non, je me réjouis vraiment. Vous avez une histoire personnelle extraordinaire, hein, valaisanne genevoise, d'origine très modeste. Vous avez fait des portraits parfois de votre grand-mère, qui était une femme d'origine extrêmement modeste. Président de la Confédération, quel conseil vous donnerez à vos étudiants qui auront 20 ans, 22 ans? Je ne vais pas leur donner des conseils de carrière, mais je vais essayer de leur donner des clés pour comprendre le monde, pour comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de nostalgie quand vous êtes ici, vous étiez vraiment au front, hein, à l'odeur de la poudre, la négociation, affronter, comme vous le disiez, un Poutine ou une Hillary Clinton. Il n'y a aucune nostalgie de ça quand c'est fini? Non, parce que j'ai passé à une autre étape. Parce que mon ambition maintenant, c'est plus la réflexion, c'est plus avoir une certaine distance par rapport à ce qui se passe, c'est plus l'analyse. C'est ça, j'ai l'impression d'avancer. Je pense que c'est ça qui compte pour moi. Les anciens conseillers fédéraux, ils ont un quai ou une rue à leur nom. Hein. Un jour, à Genève, il y a un quai, je crois. Qu'est-ce que vous voulez, Micheline Calmiré, quand la question se posera? Moi, je veux rien. Je veux donner des cours et être évaluée par mes étudiants de façon positive. Paolo Coelho, qu'est-ce que vous voyez? Pas même une rue. Oh là là. Une petite rue pour Micheline Calmiré. Qu'est-ce que vous verriez, vous qui êtes genevois d'adoption? Une rue, on peut changer les Corbusier pour vous. Je trouve que oui. Paolo Coelho, messager de la paix. On reproche souvent à l'ONU d'avoir des titres un peu ronflants qui ne servent pas à grand-chose. Il y avait ce mot terrible de Bolton disant on pourrait supprimer les 15 étages les plus hauts de la tour à New York. Vous dites non, hein, vous qui avez été vous-même victime de torture, de violation des droits de l'homme. L'ONU, c'est pas un machin. Alors Bolton, c'est un bon exemple parce que là, il était la personne qui était totalement contre l'ONU et pourtant il était le représentant des États-Unis pendant les périodes Bush à l'ONU. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Au contraire, je trouve qu'il y a des mécanismes, je ne parle pas de bureaucratie, mais il y a des mécanismes qui sont très, très importants à ce moment-là pour au moins permettre les dialogues. J'irai jamais... Parce que quel est le principal conflit aujourd'hui? C'est un conflit religieux. Dans un conflit religieux, je parle en général. C'est impossible de mettre les gens autour de la table et dire alors on va décider quel est le Dieu qu'on va suivre.
C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'essayer de régler les conflits religieux. Par contre, autant qu'écrivain, par exemple, si je raconte des histoires soufis, si je raconte des histoires bouddhistes, si je raconte des histoires d'islam, chrétiennes, là, on va voir qu'on partage tous les mêmes valeurs. Paulo Coelho, merci, c'est vous l'écrivain, c'est vous le créateur. Finissons sur ce plafond de Barcelone qui est une œuvre tout à fait étonnante, tellement colorée, on peut lever la tête franchement. Hein. Dites-nous ce qu'elle vous inspire, d'une phrase, d'une ou deux phrases. Ce sera votre conclusion. La lune, Les cratères. les cratères, et quelque chose qui va tomber sur notre tête si on n'arrive pas à changer l'état du monde. Je ne connais pas le nombre de tonnes, mais il paraît qu'il y a plusieurs tonnes de peinture qui sont en dessus de nous. Effectivement, c'est dangereux. Oui. Je ne connais pas non plus, mais vraiment là, il y a les stalactites Ouais. qui dit alors faites attention parce que si vous ne bougez pas, si vous ne prenez pas vos responsabilités dans vos mains, je vais tomber sur votre tête. Merci Micheline Calmiré, merci Paulo Coelho, merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale des 10 ans de la Suisse dans l'ONU. Merci, à bientôt.